Alors, bonjour Anastasia et bonjour Anthony. Bonjour. Bienvenue. Merci. Je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes là parce que tous les deux êtes comédiens. Vous faites partie de la compagnie du Théâtre Hall, H2L, et vous commettez une pièce de théâtre le 28 avril, le tout prochain. Oui. Au Théâtre des Grottes ici, la représentation aura lieu à 17h. On va tout de suite commencer, ce qu'on rappellera un petit peu plus tard, mais voilà, avec ces informations-là, la représentation, ce sera à 17h. Quel jour est-ce en 28 ? C'est le dimanche. Un dimanche à 17h. Alors, les réservations, eh bien, elles se font à l'adresse mail suivante, Théâtre Hall en un mot, 97@gmail.com. Le site internet c'est www.théâtre-hall.ch. Et il y a également un numéro de téléphone que je peux donner ? Oui, bien sûr. Okay. Numéro de téléphone 079 608 12 49. La pièce, elle s'appelle Une heure avant la vie, une heure avant la mort. Lapsus, révélateur. Oui, surtout en ce moment. Ouais. Une heure avant la mort de mon frère, et elle est d'un auteur que je ne connais pas, qui s'appelle Daniel Keane. Alors, effectivement, on avait convenu que vous parleriez d'abord de la compagnie, mais avant cela, pourriez-vous dire quelques mots de cet auteur-là ? Comment est-ce que vous avez rencontré cet auteur ? Parce que lorsque l'on fait du théâtre et que l'on endosse un personnage, eh bien, j'imagine qu'on se plonge également dans la vie, ou en tout cas dans les arcanes de l'auteur. Alors, qui est Monsieur Daniel Keane ? Qui veut commencer à répondre ? Anthony. Alors, notre première expérience à tous les deux avec Daniel Keane, ça a été l'année passée, puisqu'on est tous les deux du Conservatoire populaire de Genève, et on a joué dans une pièce de Daniel Keane qui s'appelait Terminus, et du coup on a découvert son univers par cette pièce, un univers qui est extrêmement glauque, sombre, atmosphérique, et un univers qui est quelque part très cinématographique, et du coup voilà, ça a été notre première expérience avec cet auteur. D'accord. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Anastasia ? C'est un univers effectivement qui nous plaît parce qu'il y a ce côté très cinématographique et en même temps ce côté très psychologique dans la psychologie des personnages, l'intériorité, les relations humaines, toute l'étrangeté qui en découle. D'accord. Quand vous dites cinématographique, comment est-ce qu'il faut l'entendre ? Est-ce que c'est parce qu'il y a des clins d'œil ou est-ce que c'est parce que c'est un univers qui, effectivement, on a l'impression d'être dans un film ou, voilà, comment est-ce qu'il faut le prendre ? Alors, il y a l'aspect de la narration, en fait, qui est assez particulier. Il y a toute cette idée qu'on est avec des personnages et qu'on a un travail d'atmosphère qui mélange des aspects fantasmés des personnages et un aspect beaucoup plus concret. Et ce mélange entre l'aspect totalement plus abstrait et l'aspect réel, ces ruptures de ton très particulières, ça ajoute une dimension cinématographique. Et il y a également la façon, tout simplement la façon dont les personnages parlent en fait. Pour illustrer cela, les personnages parlent tantôt d'une manière extrêmement réaliste, extrêmement quotidienne, ce qui rajoute cette dimension de réalisme et du coup de cinéma. Et de l'autre côté, quand on a des passages qui sont beaucoup plus fantasmés par les personnages, on a un ton qui est beaucoup plus poétique. Lyrique même, ouais. Exact, ouais, exact. D'accord, donc il y a ces différents niveaux de langage également qui nous propulsent selon le moment de la pièce dans des univers un petit peu différents. Exactement. Ok, vous êtes deux sur scène, ni plus ni moins. Dans l'équipe, donc il y a une metteuse en scène ou metteur en scène. C'est une metteuse en scène qui s'appelle Daniela Delahoz, qui est aussi la directrice artistique de Théâtre Hall et qui l'a fondée en 1997. D'accord. Comment est-ce qu'on arrête son choix sur cette pièce-là ? Comment est-ce que ça s'est produit ? C'est la metteuse en scène qui arrive et qui vous dit, voyez. Alors la metteuse en scène nous avait vus dans Terminus de Daniel Keane l'année passée et elle avait, disons, flashé sur nous et elle voulait mettre en scène quelque chose qui était écrit de la main de Daniel Keane. Elle avait aussi vu au Festival d'Avignon L'Apprenti, qui est aussi une pièce de Daniel Keane. Elle a décidé de s'immerger dans ce monde-là à travers nous, à travers la mise en scène qu'elle nous propose, etc. D'accord. Qu'en est-il du décor ? Alors vous êtes deux déjà, je vais vous poser des questions par rapport à ça également, mais dans quel décor est-ce que vous bougez ? On a quelque chose d'extrêmement simple, c'est-à-dire qu'on a une table et on a deux chaises, principalement. C'est ça. Et c'est quelque part, c'est une longue conversation entre les deux personnages qui sont assis à cette table, techniquement. Et du coup, avec ça, comme on a un décor qui est très minimaliste, c'est une occasion de jouer justement avec les déplacements, de jouer avec la scène, comment on va se déplacer, etc. On évolue dans une mise en scène qui est très étoffée. Épurée. Oui. Non, justement très étoffée parce que le décor est très épuré. Oui, voilà. Donc, oui, voilà. Pardon. C'est à ça que je voulais en venir également. Ouais, tout à fait.
être deux sur scène, ça c'est plutôt quelque chose, un défi. Est-ce que ça complique les choses ou est-ce que justement pas, ça permet peut-être d'avoir un ton plus bas, plus apaisé, et ce qui fait peut-être plus résonner les mots plus fort. On sait que la litote des fois conduit à ce que les mots résonnent encore plus fort. Je dirais que jouer à deux, lorsqu'on s'entend bien, c'est vraiment très intéressant parce qu'on rentre dans une intimité à travers le théâtre qui est totalement dimensionnel, je dirais, quelque chose de véritablement incroyable. Et on a chacun un temps de parole et on a chacun l'écoute de l'autre et l'écoute qu'on peut procurer à l'autre. Et c'est vrai, moi je trouve ça génial. C'est un long travail que d'apprivoiser un texte lorsque l'on est deux. Ah oui, totalement, oui, totalement. Moi, ce que je suis d'accord, la chose avec laquelle je suis d'accord, c'est vraiment cet aspect intime, en fait. Et parce que c'est une pièce qui est quelque part extrêmement intime. On est avec deux personnages et on rentre, on s'immisce dans leur vie. Et on découvre finalement au fur et à mesure de la pièce, au fur et à mesure du texte, au fur et à mesure de ce qu'ils sont en train de raconter, leurs souvenirs. Et à travers leurs souvenirs, on découvre ces personnages. Et on a quelque chose de très particulier, c'est que du coup, à la fin de cette pièce, on a l'impression d'avoir vraiment très bien connu ces personnages. C'est assez particulier. Intéressant. Comment est-ce qu'on rencontre les personnages lorsque justement on est comédienne et comédien? Est-ce qu'on fait un peu acteur studio, on se met tellement dans la peau de... Enfin, voilà, comment est-ce qu'on fait? Pour le cas de ces rôles-là, souvent quand on est Anastasia et Anthony, on y pense et ça nous travaille beaucoup. Parce que c'est véritablement des personnages qui, au premier abord, semblent fictifs, et ils le sont, mais en même temps, ils sont tellement humains qui transpercent un peu la barre du physique et nous atteignent, nous, profondément. Martin est condamné à la pendaison. Sally se rend au parloir de la prison pour une dernière rencontre. Un frère, une sœur, un étrange lien empli de noirceur, de rancœur et de tendresse lie ces deux êtres dont les cœurs revêtent les balafres d'une enfance fracassée. Ils se souviendront ensemble de ce déchirement qui les unit. Lorsque l'amour se teinte de haine, lorsque la douceur familiale s'étiole, que reste-t-il? Voilà, ça c'est le petit texte de présentation que l'on trouve. Effectivement, c'est quelque chose qui est poignant. Voilà, comment est-ce qu'on dit les sentiments au théâtre, et notamment au moment de cette pièce, comment est-ce qu'on fait passer ces sentiments qui doivent être extrêmement divers entre, voilà, on attend une pendaison, c'est donc quelque chose qui se termine, mais on a l'impression que quelqu'un naît dans cette finale, dans cette terminaison, une sorte de rencontre, de nouvelle rencontre qui n'avait jamais pu se produire avant qu'elle soit soumise à ces conditions extrêmes. Oui, ça c'est intéressant parce que les deux personnages dans la pièce, on va pas en dire beaucoup, mais ils ne sont pas vus depuis 4 ans. Et du coup, on a cette rencontre de ces deux personnages qui ne se sont pas vus, qui ont eu chacun leur vie de son côté, chacun a eu sa vie de son côté. Et du coup, c'est vrai que cette nouvelle rencontre, ça fait venir forcément des souvenirs de l'enfance. Il va y avoir tout cet aspect de cette remémoration des souvenirs de l'enfance. Et du coup, un lien qui est très différent quelque part, qui est assez différent parce que les conditions, comme vous l'avez très bien dit, sont extrêmes. Il y a une pendaison et forcément la relation va être différente qu'à l'époque. Il y a aussi un côté très immédiat parce que c'est dans 1 heure, donc en 1 heure il faut avoir résumé toute notre relation. Ouais. Et comment faire ça? Finalement, ça part un peu dans plein de sens différents de tout ce qu'ils ont pu vivre, des sentiments qui en découlent, des souvenirs. Et aussi de comment ils se sentent maintenant, eux, par rapport à ça, comment ils ont pu s'en affranchir ou en même temps rester noués à ces sentiments, ces émotions négatives. Effectivement, je voulais en venir là, à cette heure. Est-ce que cette durée annoncée, connue et extrêmement exiguë change les choses dans cette re-rencontre, selon vous? Le fait qu'il y ait cette urgence, le fait qu'il y ait cette terminaison à bout touchant. On sait souvent, voilà, quand on s'imagine mourir, il est extrêmement facile de dire oui, on est certes toutes et tous condamnés à mourir, mais c'est plus loin. Alors que là, il y a vraiment cette heure qui est palpable, quoi. Oui. Et donc, le personnage de Sally qui vient voir Martin dans le parloir de cette prison a totalement conscience de ça, et donc Martin aussi, et donc c'est véritablement la dernière fois qu'ils se voient, et dans cette conscience, ils vont se dire des choses qui ne se sont jamais dites jusqu'à maintenant, et ils vont vivre des sentiments qui s'étaient terrés en eux, qu'ils n'avaient jamais pu
véritablement accepté. Et voilà, c'est un peu le tout pour le tout. Il n'y a plus qu'une heure et après c'est fini. Et justement, il y a cette idée que chaque personnage a une trajectoire en fait. Mhm. En fait, dans cette heure qui est en temps réel quelque part, les personnages, ils ont une trajectoire et à la fin, et ils sont arrivés quelque part. Ils ont un arc de personnage, si on peut dire ça. Mhm. Je reviens sur ce que tu viens de dire. Le temps réel, c'est quelque chose qui est à dessein. C'est-à-dire que on peut se représenter l'heure parce que la pièce va durer peut-être une heure. Est-ce que ça fait partie? Vous savez que par exemple Boris Vian, qui avait une maladie pulmonaire, composait des textes qui nous obligeaient à être essoufflés au terme de certaines scansions. Ouais. Voilà. Est-ce que là il y a un petit peu le même processus en disant, en fait cette heure-là, vous la vivez vous-même, public. Il y a un peu de ça. Totalement, Ouais. totalement. Parce que l'aspect que ce soit en temps réel, avec le nombre d'émotions par lesquelles passent les personnages, et il y en a beaucoup. ça aide énormément à faire ressentir plein de choses différentes. Et du coup, alors non seulement nous deux, en tant que comédiens, pour nous c'est extrêmement chargé émotionnellement. Ah, c'est sûr. Et si le résultat est réussi, ça l'est également pour le spectateur, alors à ce moment-là. Est-ce qu'en une heure, est-ce que cette heure, tout à fait privilégiée d'une certaine manière, spéciale à tout le moins, selon vous, elle permet à ces deux personnages de se révéler d'une certaine manière, de se révéler dans une sorte de vérité à laquelle ils n'auraient pas pu aspirer sans cette situation, ou au contraire de se mentir complètement et d'avoir une forme de déni et puis de penser à autre chose, ou un peu des deux? Ou alors de se dire, cette heure-là va me permettre d'imprimer un souvenir de la personne que je vais conserver avec moi, parce que je sais que c'est son lendemain. Alors c'est vrai que les personnages, en fait la fin est très ouverte par rapport à ça. Les personnages se sont tous les deux nourris de façon différente de cette entrevue, et en ont, on va dire, bon, pour Sally, en retiendra ce qu'elle veut, et probablement que par cette dernière entrevue, elle a pu trouver quelque chose qui lui manquait toutes ces années, la paix intérieure d'une certaine façon, et c'est marqué dans le petit synopsis. Et Martin, je pense, je ne sais pas ce que tu en penses, mais peut-être que oui, avoir pu extérioriser certaines choses, avoir accès à certaines informations auxquelles il n'avait pas accès avant, ça a pu faire naître en lui quelque chose de libérateur. D'accord. Et il y a quelque chose qui est certain, c'est qu'il y a un aspect de grande sincérité chez les deux personnages. Et c'est quelque part, c'est pour ça qu'on aime tant ces personnages et qu'ils nous touchent à ce point. C'est justement parce que c'est des personnages qui sont extrêmement sincères, quoi. Et du coup, ça nous fait aimer ces personnages et ça nous donne envie de les défendre. Une forme de mise à nu complète, pourrait-on dire. Totalement, ouais. L'auteur, Daniel Keen, est-ce que c'est une pièce particulière dans sa trajectoire d'auteur ou est-ce que ce type de thème est récurrent ou revient ou pas, vous savez? Alors, Une heure avant la mort de mon frère, c'est une pièce qui est très peu connue, qui a été très peu jouée. Par rapport à L'Apprenti, par exemple, qui est très connu, qui a été beaucoup joué à travers le monde. Je pense qu'Une heure avant la mort de mon frère s'inscrit véritablement dans les œuvres qui devraient être connues, parce qu'effectivement c'est assez représentatif en tout cas de ce que je connais de l'univers de Daniel Keen. Et donc là, dans les thématiques qu'on a pu retrouver à la fois dans Terminus qu'on a joué l'année passée et dans Une heure avant la mort de mon frère, il y avait la mort d'une part, il y avait la haine, les questionnements, la philosophie d'une certaine façon, les oiseaux aussi, et quoi d'autre peut-être. Ce rapport entre la réalité et le rêve, justement. Oui, c'est ce que je oui. disais tout à l'heure. Très bien. Est-ce que nous pourrions parler d'Avignon? Ça, c'est quelque chose qui est... Parce que vous me l'avez dit tout à l'heure, mais avant qu'on parle ensuite parce que j'ai fait à l'envers, finalement. On parlera de la compagnie juste derrière, mais voilà, Avignon, vous voulez en dire quelques mots? Nous avons le plaisir de présenter la pièce Une heure avant la mort de mon frère au Festival Oeuf Avignon 2019. Ce sera au Théâtre Le Verbe Fou à 16h45 du 5 au 28 juillet.
et relâche les 17 et 21, je crois. Et tout ça, ce sera sur le site du Théâtre Hall, donc on le rappelle. Tout est déjà là, oui. Ah, tout est déjà là. Ah ben voilà. www.théâtre-hall.ch. Alors, à Avignon, ce sera une série de représentations. Là, il n'y en a qu'une. Est-ce que l'unicité de la représentation est-elle là à dessein ou c'est tout simplement une question de calendrier ? C'est plutôt une question de tenter le tout pour le tout. Une première fois avant Avignon, essayer de voir un peu à quel point ça peut toucher le public, à quel point ça peut nous mettre dans une situation de stress. Et simplement, avoir une idée un peu de la chose qui nous attendra plus tard à Avignon. Et vous en tireriez des conclusions qui pourraient vous amener à modifier certaines choses pour Avignon, par exemple ? C'est sûr que la pièce va forcément évoluer, quoi. Ouais. Seulement elle va évoluer d'ici là jusqu'à Avignon, mais elle va également évoluer pendant les représentations d'Avignon, quoi, parce que typiquement toutes ces représentations, ça va forcément faire changer des choses. Oui. A priori, c'est la pièce et c'est tout, mais y aurait-il, pourquoi pas plus tard, l'idée de faire une petite discussion après la pièce ou d'inviter les gens à vous faire quelques retours ou alors un livre d'or ou des choses comme ça ? Oui, ce serait intéressant, oui, bien sûr. Très bien. Et alors Avignon, comment ça s'est déclenché ? Alors, la compagnie Théâtre Hall a déjà présenté 3 pièces au Festival d'Avignon de manière consécutive, c'est-à-dire ça a commencé si je ne me trompe pas, en 2016, 2017, 2018 et maintenant, 4e année, 2019. Donc, le théâtre en question, le théâtre Le Verbe Fou, a déjà connaissance du travail de Daniela Delahoz et donc lui fait confiance par rapport à ça parce que le théâtre ne le connaît pas encore. C'est véritablement confiance en le travail de la metteur en scène. Parce que pour vous, c'est une première ? C'est une première, oui. Alors, quand on est jeune comédien, qu'est-ce que ça fait de se dire qu'on va aller à Avignon ? C'est un peu bizarre. C'est plus qu'un privilège, on peut dire ça. Oui, vraiment, c'est fou. C'est totalement fou. On prépare ça d'une manière un petit peu différente que le reste des... ou pas ? On n'en dort pas. D'accord. Disons, il y a un enjeu qui est tellement grand que ça rend la chose d'autant plus excitante, en fait. C'est vrai. Génial. D'autant plus qu'effectivement, là, vous représentez aussi le Théâtre Hall. Oui. Et qui, comme vous l'avez dit, a des précédents plutôt favorables dans le coin. Non, mais je suis en train de me mettre la pression, j'arrête tout de suite. On va partir tout de suite. Désolé, c'est pas ce que je voulais faire du tout. On représente aussi Genève, d'une part. Bah oui, absolument. Il y en a peu des compagnies qui viennent de Genève et qui vont à Avignon. Il y en a... C'est clair. Ouais, je sais même pas en fait combien on a. Je ne sais pas du tout. Nous on avait reçu Patrick Mort. D'accord. C'est Patrick Mort qui était allé au Festival d'Avignon et puis je crois Dominique Ziegler aussi. Ah oui, Ziegler, oui, bien sûr. Il a dû aller pour Très bien. Parlons un petit peu de cette compagnie. Alors voilà, quand est-ce qu'elle a été créée ? Alors la compagnie a été créée en 1999, donc ça fait déjà un petit bout de temps. Elle a été un peu mise en stand-by pendant quelques années. Alors au début, elle a commencé avec des mises en scène mettant en scène des jeunes, donc des adolescents, des enfants. Et ensuite, elle a étendu son domaine d'action, on va dire, aux adultes. Elle a commencé à produire plusieurs pièces. Les noms, maintenant, ne me reviennent plus en tête, mais en tout cas, il y a eu un moment où il y a eu plus vraiment d'activité. Et ensuite, il y a 5 ou 6 ans, ils ont repris une activité, ils ont présenté des pièces qui ont été d'abord jouées à Genève, puis au Festival d'Avignon. Et voilà, et on a commencé... La compagnie Théâtre Hall a commencé à avoir une certaine notoriété à Avignon. Je pense qu'elle a peut-être déjà un peu un public là-bas. D'accord. Y a-t-il un répertoire qui est, une marque de fabrique un petit peu du Théâtre Hall ? Toutes les pièces qui ont été jouées à Avignon jusqu'à maintenant, c'était des créations. C'est-à-dire c'était un auteur qui avait écrit des pièces, qui jouait lui-même là-dedans. Et Daniela Delahoz mettait en scène le texte. Et là, maintenant, c'est la première fois qu'on prend un texte de Daniel Keane un texte de Daniel Keane et qu'on le présente de cette manière-là. D'accord. Quand on est comédien et comédienne, est-ce que des fois on se dit tiens, j'aurais envie moi aussi de faire de la mise en scène ? Est-ce que ça c'est toujours un petit truc qui nous habite un petit peu ? Parce qu'on se dit on reçoit les consignes, les conseils et tout ça, et puis on les met en pratique, et puis en même temps on se dit ah ouais mais quand même comme ça, jusqu'au jour où on se dit non mais en fait moi j'ai vraiment envie de donner un angle ou quoi. Est-ce que ça c'est voilà ? Alors c'est vrai que c'est un processus très productif, le fait de faire une pièce. Il y a la metteur en scène bien sûr, il y a aussi l'assistante à la metteur en scène qui s'appelle Sandrine Revet, qui est aussi là, et donc elle aussi elle donne des feedbacks,
des appréciations, etc. Et nous-mêmes, on a un degré de liberté qui est assez vaste. On peut proposer des choses, évidemment, si ça va pas, mais on a toujours cette liberté et c'est très intéressant. Après, je pense qu'Anthony, tu t'en parleras mieux que moi de la mise en scène. J'ai fait une mise en scène justement la revue de Genolier. En fait, à Genolier, ils ont une troupe qui s'appelle le TRAC, qui dure depuis une vingtaine d'années, et ils ont du coup cette tradition de faire une revue à peu près tous les 2 ans. Et du coup, j'ai mis en scène la revue de Genolier de cette année-là. Ok. Donc voilà, ça a été ma première expérience de mise en scène en tant que telle pour le théâtre. D'accord. Et alors, quand on y touche, on a envie d'y rester, de continuer ou pas spécialement enfin. Ah non, mais ça a été une expérience vachement enrichissante et intéressante, ça c'est sûr. Après, moi je suis beaucoup plus axé cinéma. Il y a des liens entre le théâtre et le cinéma, comme je le disais, qui sont évidents. Comme on parlait avant du travail de création de personnages, vous avez évoqué acteur studio, oui. Qui est un terme de cinéma, oui. justement. Et là, on en parle. Et là, c'est marrant parce qu'on en parle pour une pièce. Oui, c'est vrai. Et quelque part, ça résume bien, je trouve, le genre de pièce, quoi. Parce qu'il y a aussi cet aspect, quand on a des personnages qui sont à ce point complexes, à ce point riches, qui sont tellement développés, forcément, faire un travail sur le personnage comme on le fait au cinéma, ça va énormément nous aider dans le jeu, ça c'est évident. En tant que comédien, c'est enrichissant également d'être metteur en scène. Enfin, est-ce que les deux rôles permettent d'interagir entre eux ? Oui, tout à fait, parce qu'on peut voir les choses d'une façon un petit peu différente. C'est-à-dire, on peut voir, par exemple, je sais pas, on peut se demander, on peut voir les conseils de mise en scène qu'on nous donne, on peut voir ce qu'on nous donne, ce qu'on nous propose, et on peut se demander, nous en tant que tel, est-ce que ça nous semble pertinent, est-ce qu'on aurait fait la même chose, par exemple, et ça du coup, c'est vachement intéressant, en effet. Pour en revenir à la compagnie Théâtre Hall, combien êtes-vous ? Quel corps de métier sont-ils présents ? Alors, on est une petite compagnie en fait. Là, je crois qu'on est à peu près 5. Et c'est une petite compagnie, mais on peut étendre la chose si à l'avenir, forcément, il y aura d'autres pièces. Et donc, à partir de là, il y aura plusieurs personnes qui vont intégrer la compagnie. Là, on a fait plutôt des pièces qui étaient très intimistes, très peu de personnes à leur actif. Donc, pour l'instant, la compagnie est très restreinte, on va dire, mais très dynamique et très active et très sympathique. Oui, faire un appel. Voilà, c'est le moment. Y aurait-il un appel à lancer depuis la radio, eh bien, lequel serait-il ? Je pense qu'on devrait remercier toutes les personnes qui ont contribué à la création de cette magnifique pièce. Voilà. Ouais, mais c'est très bien. Voilà, c'est déjà ça, c'est fait. Quelles sont les difficultés lorsque justement on est une petite compagnie ? Est-ce que c'est toujours un peu la même chose et il faut un peu d'argent pour les comédiennes et les comédiens, pour les décors, pour les lieux ? C'est vrai que c'est un peu compliqué. Toute l'administration est faite par ces 5 personnes qui se dispatchent un peu le travail. Enfin, c'est surtout concentré sur la metteur en scène, en l'occurrence, la directrice artistique, l'assistante à la mise en scène, et des fois un petit peu moi aussi. Mais en fait, on est obligé de trouver, des sponsors, des personnes, faire la publicité nous-mêmes. Ça, c'est un peu fastidieux quand même comme boulot C'est un peu fastidieux, c'est administratif, c'est pas vraiment artistique, donc un petit peu. Là, vous êtes au Théâtre des Grottes, c'est inédit ou vous avez déjà habité au Théâtre des Grottes ? Alors, pour moi, c'est inédit en tout cas. Moi, j'ai jamais joué là-bas non plus, mais je sais que la metteur en scène a déjà eu des contacts là-bas, des transactions là-bas, oui. Ok, puis là, Avignon, ça c'est quand même sympa. Comme ça en passant. Y a-t-il comme ça des lieux où vous auriez envie d'aller, jouer, représenter la pièce et... Je pense qu'à Genève, vu qu'on fait une seule représentation, ce serait intéressant peut-être qu'après le Festival d'Avignon, on rejoue à Genève. Et dans peut-être un plus grand théâtre, je sais pas, il y en a plein à Genève qui pourraient être intéressés par notre pièce. Oui, tout à fait. Ouais. Après, on n'a pas forcément de nom comme ça. Non, bien sûr. Mais on peut dire que si des personnes viendraient à la pièce, ou en tout cas qu'elles se renseignent sur le site, bien vous seriez preneur. Ah bah, totalement. Si on vous faisait une proposition. Totalement, bien sûr. On a envie que le plus de gens possible puissent voir le résultat, ça c'est sûr. Et puis il y a des contraintes qui ne sont pas si grandes que ça, parce que vous avez dit que le décor est relativement minimaliste, si j'ai bien compris. Oui. Voilà, c'est ça. En plus, d'un point de vue technique, c'est très minimaliste à ce niveau-là. Ce qui nous permet de plus créer par la suite. C'est vrai. Peut-être par rapport aux lumières, il
il y a plus Ce que de j'allais dire. travail sur les lumières. Bah Ouais. oui, parce que quand même c'est très important la lumière au théâtre, au cinéma aussi. Ouais. Donc Il là, y a des oui, jeux c'est d'ombre plus étoffé, peut-être. oui. Ouais, d'accord. Mhm. Mais par exemple, même une représentation en plein air, ce serait du domaine du possible Oh, Enfin, je dis ça parce que je me pourquoi dis, pas, voilà, essayons d'ouvrir au maximum, quoi. Mais Non, bien sûr. Pourquoi pas? Il faudrait peut-être porter un peu la voix, mais pourquoi pas? Mais il y a quelque chose qui est D'accord. sûr, c'est que les contraintes, de manière générale, laissent place à la créativité. Ouais. Ça, c'est une évidence totale. Plus on a de contraintes, plus il faut être créatif, et du coup, plus ça devient intéressant. Mhm. Très bien, très bien. On arrive tranquillement au terme de l'entretien. J'aimerais encore vous demander quels sont pour vous les défis qui vous attendent. Alors, il y a Avignon pour cette pièce, hein, mais après, est-ce que comment dire, vous vous projetez déjà dans des prochaines pièces ou des expériences que vous auriez envie de faire, tout ça, tout ça Moi, ben, pour l'instant, Voilà, je- un je- truc après l'autre. Ouais, voilà, d'abord Avignon, et ensuite on verra, c'est déjà tellement gros que voilà. Mais non, continuer le théâtre, bien sûr, évidemment, se projeter à travers la compagnie Théâtrale, bien sûr, et peut-être d'autres propositions qui viendront, c'est toujours bon à prendre, quoi. Mhm. On va dire carpe diem. Comme on dit. C'est bien. Non, pensez au moment présent, et puis Mm. Avignon, c'est déjà assez hallucinant. Donc, Oui, c'est on, sûr. va- on Ouais. va déjà penser à ça. Pourquoi pas une mise en abîme en faisant le récit de Avignon le récit de la pièce de théâtre qui a eu lieu à Avignon. Ah, Ça fait un peu cinématographique. C'est une chose idée. comme ça. déjà. C'est une idée. Anastasia, merci beaucoup. Anthony, merci beaucoup. Merci à Et toi. puis on se retrouve certainement bientôt pour parler de cette pièce ou à tout le moins de ce qui se sera passé à Avignon. Mais avec plaisir, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.